bonjour et bienvenue à Pack de Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis super content de démarrer cette année de Top 14 de rugby français. Ça va être génial. Je suis aussi super content d'être là avec Didier Planin. Didier qui est avec nous depuis plusieurs années maintenant. Didier qui est aussi vidéo-analyste à USAP, mais pas juste parce qu'il a aussi joué pendant longtemps à USAP. Donc bonjour Didier, comment tu vas ? Et salut Thierry, ben, super bien, très content de te retrouver aussi et puis très content de redémarrer une saison de top 14 après une ancienne aussi dans laquelle on a bien terminé, ce qui nous permet de continuer cette aventure et de pas regoûter à la Pro D2. Ouais, bah écoute, oui, parce que l'année dernière, pour l'USAP, tu disais, ouais, on souhaite juste le maintien, mais finalement, vous avez super bien fini l'année, en fait. Ouais, on a une deuxième partie de saison à partir de Noël au mois de avril, avril-mai. Une très très belle partie de saison qui nous a mené aux portes de la qualification. Après, ça a été un peu plus dur avec une défaite à la maison contre Montferrand, qui nous a pas permis d'accéder, mais on termine avec 13 victoires et 13 défaites. Donc un bilan bien équilibré et donc voilà, ça c'était cool. Ben, on espère toujours mieux faire, mais bon, c'est toujours difficile. Ouais, on va parler de ça parce que c'est vrai que ce top 14 en ce moment, je trouve que c'est assez impressionnant. J'étais en train de regarder des stats, comme j'aime bien ça, comme on sait que je suis américain, il faut les stats, j'adore ça. Et en fait, il y a un stat qui m'a vraiment parlé et il disait en gros, il y avait 80% des matchs joués à la maison sont gagnés. Les matchs de domicile sont gagnés 80% de fois. Mhm. Et en fait, c'est assez incroyable. Donc, j'ai comparé ça avec le NFL, the National Football League aux États-Unis. Est-ce que tu sais combien le pourcentage est aux États-Unis pour le home Ben, field si advantage? tu me demandes, c'est que ça doit être plus bas, mais peut-être 50%. Ouais, c'est 52%, c'est tout en fait. C'est que 2 petits pourcents cet avantage dans la maison, on va dire, mais en rugby, en top 14, c'est quand même 80% des matchs à la maison, c'est gagné. Je trouve ça assez fou. Je regardais aussi dans le basket, en fait, dans les NBA, c'est plutôt 60% des matchs. Le cricket, c'est un peu le même, NHL aussi, hockey. Mais 80%, c'est quand même fou. Et ça explique aussi pourquoi c'est quand même très serré. Comme on a dit, vous avez eu 13 matchs gagnés. Mais il y avait 5 autres équipes avec 13 matchs gagnés. La Rochelle, Racing, Castres, Clermont, Pau. Clermont avait que 2, mais avec d'autres points, pardon. Pau et Perpignan. Et en fait, ça fait en gros du 5 jusqu'au 10 dans le Ouais, ranking, quoi. tout à fait. Oui, c'est une particularité du top 14 et du rugby français qui viennent de très longue date, mais je pense aussi que par rapport aux équipes américaines, il y a encore un groupe de joueurs dans chaque club qui fait partie de l'histoire de ce club et qui véhicule l'idée de défendre ce clocher, son club. Et donc, la victoire à domicile a toujours une portée plus importante pour ces joueurs-là, qui se préparent certainement mieux aussi. L'influence du public est peut-être plus importante aussi en France parce que on a des vrais supporters plutôt que des spectateurs. Et donc, euh, et donc je pense que ça a une influence. Après, on sait que je crois que c'est Toulouse qui a été le seul club l'année dernière à faire 13 victoires à domicile. Donc, quand on veut faire 13 victoires sur l'année, voire plus, eh bien, il faut gagner de toute façon à l'extérieur. Ouais, et c'est assez incroyable parce que Toulouse, qui finit premier, ils n'avaient que 16 victoires, en fait. 16 victoires, donc, et ça veut dire 9 défaites quelque part. Donc, ça veut dire, on pense à cette monstre de l'équipe, mais quand même, ils ont perdu 9 fois dans l'année. Oui, c'est vrai, mais notamment à Perpignan. Donc, Ah, la particularité de Toulouse, c'est que, mis à part les phases finales, ils évoluent très rarement avec leur équipe type. Ils font tourner les internationaux sont pas là, ils ont des plages de repos, ils gèrent, et tout au long de l'année, je dis pas qu'ils lâchent des matchs, mais en fait, ils baissent un peu leur niveau par rapport à l'intégration de jeunes, mais cette gestion-là leur permet d'arriver en pleine forme sur les phases finales. Et cette année, ils ont tout écrasé, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. et pleine forme aussi pour l'année suivante parce que leurs jeunes, ils ont un peu de temps sur le terrain, quoi. C'est génial. Exactement, oui, oui, c'est du travail à long terme. Mais bon, quand on voit le début de saison qu'ils font, on en parlera tout à l'heure, mais à Vannes, où ils ont quasiment tous leurs internationaux qui se sont reposés pendant l'été parce qu'ils n'ont pas fait la tournée. Bon, c'est une équipe qui est déjà très impressionnante et on les connaît. Avant le mois de novembre, ils vont tout faire pour emmagasiner le plus de points. Et puis après commencera
Laval, c'est des internationaux, le mois de novembre, le tournoi des Six Nations, voilà, puis la gestion de la Coupe d'Europe. Mais bon, c'est encore l'équipe favorite, bien sûr. Bon, écoute, on a plein de choses à discuter aujourd'hui parce qu'on va faire un peu les tours de toutes les équipes dans le top 14. Donc déjà, il y a ça. On va parler un peu de peut-être de Champions et Challenge Cup aussi. Donc on a plein de choses sur le menu aujourd'hui. Mais c'est intéressant, juste pour finir un peu avec l'année dernière, il y avait cette idée de schedule. Tu vois, aux États-Unis, dans la NFL ou dans les NBA, parfois on parle le planning en fait des équipes et on dit, ah bah tiens, vers la fin de l'année, ils ont un planning qui est plutôt difficile ou plutôt facile. Mais en fait, dans le top 14, il n'y a pas ça en fait parce que c'est toujours difficile. Ah oui, oui, c'est toujours difficile. Tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont à 5 points. Et, et il n'y a pas une équipe qui lâche parce que jusqu'à la fin, parce que même nous, avec 13 victoires, je crois qu'on a été véritablement sauvés à 2 matchs de la fin, quoi. Donc, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Et Ouais. même des équipes qui enchaînent les défaites, bon, ce qui était notre cas au départ, on avait enchaîné 5 défaites d'affilée, à 0 point. On aurait pu ne pas être invité du tout à la fin du championnat, c'était le contraire. Une équipe comme Montpellier qui a eu des gros trous dans la saison, qui a enchaîné 6 défaites d'affilée aussi, eh bien jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, ils auraient pu encore éviter la place de barragiste. Donc, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Et en fait, ça revient, ces points de bonus sont super Oui. importants. Et même, tu vois, même si je suis le rugby depuis longtemps, comme je suis pas né dedans, tu vois, mais toujours des points de bonus, je me gratte la tête. Attends, c'est comment ça marche, comment les points de bonus? Est-ce que tu peux nous donner juste un overview vite fait par rapport à des différents points de bonus, en fait? Mais le particularité, c'est que la victoire est déjà à 4 points, contrairement à beaucoup de sports où elle est à 3 points. Là, elle est à 4. Et si on marque 3 essais de plus que l'adversaire, ça donne 5 points euh, pour l'équipe euh, pour l'équipe qui marque 3 essais de plus. La défaite est à 0 point, bien sûr. Mais si on perd de moins de 5 points au goal average, on marque un point de bonus. Et si on peut perdre le match en marquant aussi 3 essais de plus que l'adversaire. On pourra avoir un deuxième point de bonus. Donc, on peut avoir 2 points en ayant perdu un match. Le match nul est à 2 points. Et on peut aussi avoir 3 points parce qu'on peut marquer plus d'essais que son adversaire en faisant match nul. Donc, c'est un casse-tête. Et jusqu'à la fin, il n'y a pas de calcul possible parce qu'en 2 matchs, il y a 10 points qui peuvent être attribués à une équipe. Et donc, les équipes qui ont 10 points d'avance sur les autres à 2 matchs de l'arrivée, c'est très rare. C'est très rare. Ouais, ouais, Donc, ça c'est peut. vrai. Nous, je sais que on a fini septième l'année dernière. Non, pas septième, je dis une bêtise, on a fini neuvième. Mais au dernier match, on pouvait se retrouver sixième ou 12e. Donc, Ah ouais, il incroyable. y avait 6 places de différence sur le résultat du dernier match. Et c'est marrant parce qu'en fait, Toulouse était premier avec 16 victoires, mais par exemple, Stade français était deuxième avec 17 victoires. Et j'étais assez curieux parce que je suis allé, je me dis 17 victoires, c'est pas beaucoup en fait, 17 victoires. Et je suis allé un peu dans le passé et j'ai vu, je pense qu'en 2000, c'était 2017, il me semble, il y avait Toulouse qui avait 20. Mais tu sais, le moment. Quel moment avant qu'il y avait des. En fait, Perpignan avait 20 victoires, c'était quelle année, tu te souviens? Alors, je pense que c'est l'année où on est champion, c'est l'année 2008-2009, où on avait enchaîné 8 victoires à l'extérieur. Ouais, Cette ouais, année-là. ouais. Et donc c'est assez incroyable de dire, mais en fait, tu vois, ça s'est arrivé genre deux fois Ah oui, oui. depuis presque 20 ans, quoi. C'est quand même assez incroyable qu'il y ait une équipe qui a 20 ou plus. D'ailleurs, cette année, Perpignan avait 20 victoires et Toulouse avait 21. C'est ça, c'est ça. Allez, j'ai toujours soif des stats et comme toi, tu es quand même t'es analyse vidéo, j'imagine que tu es pas mal de stats, que j'aimerais bien parler de ça avec toi parce que je trouve que quelque part, en tant que fan, c'est une façon d'accrocher ou mettre des noms aussi avec des visages, avec l'équipe. En fait, parfois, il y a des équipes que je connais moins bien. Donc, j'ai fait un peu de recherche en fait par rapport à l'année dernière, qui sont des noms en fait que je connais moins bien. Donc, j'ai regardé par exemple pour le plus de points marqués. Donc, si je ne me trompe pas, en général, si tu marques plus de 200 points dans l'année, c'est plutôt pas mal. Ouais, parce que je Oui, vois que l'année dernière, il y avait que 4 personnes. Et après, si par exemple, tu marques plus de 300, c'est vraiment extraordinaire. C'est à la Johnny Wilkinson, on oui, va c'est dire. ça, c'est très exceptionnel, ouais, c'est très exceptionnel. Donc l'année dernière, on avait 4 personnes pardon, qui ont fini avec plus de 200 points. Il y avait Joe Simmons dans l'ordre, Camille Lopez, Melvin Jaminet et Louis Carbonel. Mais par exemple, il y a 3 noms que je connais bien. Mais par contre, Joe Simmons, je ne le connais pas très bien. Il joue pour Pau. Il me semble que c'est un Anglais qui est sur le boulevard des Pyrénées. Oui, c'est ça, c'est un Anglais qui est venu en France avec son frère. Ces dernières saisons, il y a une petite migration de très bons joueurs anglais
qui viennent dans le top 14, on connaît les difficultés financières des clubs anglais. Et donc, on a quelques joueurs qui ne sont plus sélectionnables ou qui sont en fin de carrière, qui décident de venir découvrir le top 14. C'est le cas de John Simmons, qui est venu avec son frère, qui est un seconde ligne et qui joue à Clermont-Ferrand. Et c'est pas un inconnu sur le circuit rugby parce que il a joué pour Exeter quand Exeter avait réalisé le doublé Coupe d'Europe. Et c'est un excellent joueur que nous on connaît depuis des années, qui est un joueur à l'anglaise mais pas à la Johnny Wilkinson, un peu moins fantasque, qui est très pro. Très organisé, qui connaît parfaitement le plan de jeu, qui a un jeu au pied extraordinaire. Et donc, c'est un Owen Farrell bis, on va dire. Et je D'accord. crois qu'il n'a pas eu la carrière internationale parce que justement, il y avait Owen Farrell devant. Mais c'est vraiment, on pourrait les comparer. Et en fait, on peut peut-être parler de David Patrick Jackson. Donc, apparemment, son nom, c'est Paddy Oui, Jackson, qui joue au Loup. Lui, il était septième avec 168 points. Mais en fait, c'est un Irlandais à la base. Mais donc ça veut dire qu'il est derrière un autre grand numéro 10. oui, c'est ça. C'est un Irlandais qui a eu quelques sélections, qui a eu des difficultés, on va dire, familiales en Irlande, qui a joué pour les London Irish en Angleterre, où il y a beaucoup d'Irlandais, et qui ensuite est arrivé à Lyon avec une première saison en demi-teinte, mais par contre, l'année dernière, il a fait une grosse saison. Il a retrouvé un petit peu de confiance. Et tous ces joueurs qui marquent plus de 200 points, ce sont des joueurs ou qui s'approchent des 200 points, ce sont des joueurs qui sont des buteurs mais qui jouent un poste aussi qui les fait marquer. Donc, ils ont quand même un certain nombre d'essais aussi à leur compteur. Et on peut parler d'un certain joueur de USAP aussi. C'est Tommaso Alain, qui est italien à la base, mais en fait, qui est passé pas mal de temps chez toi. Oui, oui, en fait, il était chez nous quand il était jeune. Ensuite, il est parti, il a joué au Harlequins. Il a joué aussi à Trévise. Il a un parcours très particulier. En fait, il est né en Afrique du Sud, mais il a des parents italiens et écossais. Donc voilà, c'est un joueur, voilà. Mais il a été formé en France. Donc, Ah ouais. c'est un joueur GIF, donc qui fait partie des joueurs formés en France. Mais il a un passeport écossais, un passeport italien. Il a joué pour l'Italie. Donc, c'est particulier. C'est un très, très bon buteur. Ben, d'ailleurs, ce week-end, il a encore fait 100% au pied avec notre équipe. Euh, et avec l'Italie, et il a aussi un compteur très très élevé de points avec la sélection italienne. Et bien sûr, dans le lot, il y a des Français aussi, mais c'est un nom que je ne connaissais pas forcément. Il a fini cinquième avec 175 points. C'est Pierre Popelin de Chartres, de De Castres. Castres, de Castres, oui. Pardon. Alors Pierre Popelin, alors il est à Castres, c'est pas du hasard parce que Castres fait beaucoup son recrutement sur des joueurs français qui viennent de la Pro D2. Et, il mise sur des jeunes joueurs qui commencent à s'épanouir en Pro D2 et qui le récupèrent pour essayer encore de mieux former et de développer. Et Popelin, c'était quelqu'un qui jouait à Vannes, qui était le leader de Vannes, peut jouer 10 ou arrière et qui est un excellent buteur aussi. Et donc là non plus, c'est pas surprenant, c'est un très très bon joueur. Qui, je crois, avait été formé à La Rochelle, si je me trompe pas, qui après avait été barré sur La Rochelle et qui s'est retrouvé à Vannes. Et bon, la Pro D2 pour les joueurs français, c'est un excellent laboratoire. Il y a des joueurs bien sûr qui éclatent à 18-19 ans, mais des fois c'est difficile dans des gros effectifs de top 14. Et donc aller se faire la cuirasse en Pro D2, eh bien ça permet à des joueurs de se renforcer, de gagner en qualité et de retrouver après le top 14, soit avec leur club, puisqu'on voit Vannes qui découvre le top 14 cette année, soit avec d'autres clubs comme Castres qui mise beaucoup sur ces joueurs-là. Il y a Bayonne qui a un peu cette stratégie-là. Nous aussi, on essaye un petit peu. Et on a des clubs comme Bordeaux, La Rochelle aussi, dans lesquels on voit arriver des joueurs un peu inconnus pour le grand public, que nous, on connaît parce qu'on suit la Pro D2, bien sûr, on suit ces jeunes joueurs et on n'est pas surpris. Ouais, c'est marrant parce que dans mes recherches, j'avais trouvé ça et j'avais trouvé aussi que La Rochelle en particulier, il y a beaucoup de formés au club. Oui. Et je pense que c'est un des plus en fait où ils ont 10-15 personnes qui sont formées au club, qui jouent, c'est quand même incroyable. Ouais. L'avantage de La Rochelle, c'est que eux, ils ont eu un gros parcours en Pro D2, donc ils ont une vraie histoire par rapport à la Pro D2. Et les joueurs qu'ils forment aujourd'hui, ils les prêtent dans ces clubs de Pro D2 et ils les récupèrent ensuite.
Et Ah, voilà, ils ont une vraie politique. Et donc, en fait, ils les forment, ils les gardent le plus longtemps possible, puis ils les envoient se faire les dents en Pro D2, voire en national, et ils les récupèrent après. super, c'est un sacré stratégie. Allez, dans le rugby, il faut quand même marquer des essais. Et donc, voici quelques noms peut-être connus ou peut-être pas aussi. Baptiste Couillot, lui, on le connaît parce que c'est quand même c'est la deuxième fois qu'il est meilleur marqueur d'essais. C'était en 2021 et 2023. Il a marqué 17 essais. On peut dire en général, si on a marqué plus de 10 dans l'année, c'est quand même pas mal. Là, il y a certains noms qu'on connaît bien. Damien Penaud, notamment. Mathis Lebel. Mathis Lebel et Raka, en fait, c'est marrant, ces deux personnes, ils sont très souvent dans les top 10 de marqueurs d'essai depuis 4-5 ans, en fait. On voit toujours ces deux noms-là. Après, il y a certains noms qu'on ne connaissait pas, notamment quelqu'un de USAP aussi, Sataveti Perenamou. Verdamou. Merci Alors, avec l'aide de ouais, prononciation. mais c'est un joueur qui est arrivé très tard dans le rugby, parce que c'était un militaire. Voilà, il était légionnaire. Ah ouais. Il a été découvert parce qu'il jouait pour l'armée française au rugby, et il a été découvert par Lyon. Il a fait d'excellentes saisons à Lyon, et là il était en fin de contrat parce que c'est quelqu'un qui est âgé, qui a presque 37 ans. Ah ouais. Et, et donc, bon, Lyon n'avait pas décidé de le garder parce que pour des raisons de santé. Et nous, on a eu l'occasion de le prendre sur une première année, mais de tenter le coup de poker. Et bien il nous en a pris puisque ça a été notre meilleur joueur de l'année, clairement. Il a été exceptionnel. Il doit faire partie de ceux qui ont cassé le plus de plaquages aussi à l'année. Nous, c'est notre meilleur marqueur, bien entendu, mais c'est notre joueur le plus décisif, c'est-à-dire qu'en plus, il a des passes décisives. Enfin, il a été exceptionnel, exceptionnel. Mais quelle histoire, je pense que ça va vraiment plaire à Montéo à moi qui a joué sur l'équipe de France militaire, donc ça va lui plaire cette histoire-là. Oui, donc une troisième ligne aussi, parce que là, normalement, en fait, dans les top 10, j'ai regardé pendant plusieurs années en arrière, et c'était toujours des arrières et très peu des avants. Par contre, il y avait Makalou et Aldrit, peut-être Yato aussi, c'est des seuls avants qui apparaissent avec un peu de régularité, normalement des troisième lignes. Et d'ailleurs, parfois des talonneurs, ils craquent la liste de top 10 aussi, la mode de Bordeaux, Boulgarit aussi. Est-ce qu'il y a un avant que tu penses peut être dans les top 10 cette année? Un avant qui va marquer plus Alors, la particularité, c'est que les talonneurs qui font partie d'équipes qui ont des gros packs, comme La Rochelle, euh, ont la possibilité, à l'issue des molles, de marquer des essais en force. Et je dis pas qu'ils marquent à chaque match, mais chaque match qu'ils jouent, ils ont quand même l'occasion de marquer sur des combinaisons simples. Il y a vraiment une occasion de marquer. Une équipe comme La Rochelle peut marquer. Je pense que Bourgarit, s'il n'avait pas été blessé cette année, puisqu'il était quand même longtemps blessé à l'épaule, il aurait pu être même dans le top 3 parce qu'il a marqué beaucoup d'essais comme ça. Et en plus, je pense qu'il est de mémoire, il a marqué quelques essais parce que c'était un excellent joueur. Donc, Bourgarit cette année, ça peut être quelqu'un qui à nouveau trust les premières places. Et dans le même cas, pour deux raisons différentes, on a Aldrit qui lui aussi bénéficie de ce travail de sape que La Rochelle aime bien faire dans les derniers mètres. Mais la difficulté d'Aldrit, c'est que finalement, il joue peu de matchs avec La Rochelle en championnat, parce qu'entre la Coupe d'Europe et le moment où il est en équipe de France, eh bien, il a moins de chance. Et après, il y a le cas particulier de Macalou, qui a encore marqué deux essais ce week-end, mais en position d'ailier. Donc, c'est une troisième ligne qui déborde les ailiers. Donc lui, c'est ça, chaque année, ça peut être la surprise du chef parce il est surprenant. C'est un cas particulier. Ouais, c'est un hybride en fait. C'est ça. Tiens, il y avait deux noms que j'avais oublié de mentionner en fait à Pau parce qu'ils ont fini 9e et 10e avec 9 essais chacun. C'était Jack Maddox et Samuel Elesia. Donc si j'ai bien compris, c'est un gars qui était né en Espagne Oui, Ezéala, oui, tout à fait. et maintenant il joue à Stade Français, il me semble. Alors là, je crois qu'il est parti au Stade Français, tout à fait. Il est passé par Pau, par Montferrand. Quand il est arrivé d'Espagne, je pense qu'il était à Montferrand. C'est un peu un petit gabarit très tonique, qui a un parcours particulier. Alors là, pour le coup, à l'USAP, on n'a pas été bon parce qu'il n'était pas très loin de chez nous en Espagne et on l'a pas repéré. Donc
c'est une petite déception pour nous d'avoir loupé ce joueur qui a d'énormes qualités. Il fait partie de ces ailiers petit format qui sont très durs à plaquer, qui rebondissent partout et qui ont beaucoup de vitesse, beaucoup d'envie, qui sont des finisseurs et qui peut apporter beaucoup. Ils ont Étienne comme ça, le Stade Français, qui a le même type de joueurs. Et ce sont des très bons joueurs, ça, oui. C'est intéressant, donc peut-être si tu as besoin de quelqu'un qui vient t'aider, tu vois, à chercher des nouveaux pépites en Espagne, je peux venir à Barcelone si tu veux. Ah oui, On c'est peut vrai, faire c'est ça tous les... possible. Mais tu m'as dit que tu faut mettre... préférais le doux parce que c'était vert. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Franche-Comté. Parce que là, chez nous, c'est pas vert. Ouais, c'est vrai. En ce moment, on voit pas trop d'eau. Exact. Écoute, si on parlait des réalisateurs, en fait, donc c'était assez intéressant parce que j'ai vu un jeune Hugo Reese, si je prononce bien, qui a fini quand même à 91% de ses tentatives sont réussies. Ça, c'est quand même exceptionnel. En gros, on peut dire si tu as plus de 85%, c'est quand même un très très bonne année. On voit des noms comme Lopez, normalement, Garbessi aussi. Et voilà, mais en fait, il y a quelque chose qui est intéressant. Je me disais, mais Johnny Wilkinson, est-ce que tu connais pendant ces 5 ans, est-ce que tu as une idée de son pourcentage? Alors là, c'est une colle. C'est Je pense que c'est difficile pendant 5 ans d'être au plus haut niveau, mais je pense qu'il doit être au-dessus de 85% quand même. c'est 95% en fait. À Ouais, il a marqué environ 66 par an. Il a raté que 3 par an environ. Je pense qu'il a raté 15. Incroyable. Ah, c'est incroyable quand même. Incroyable. Allez, si on parlait de meilleur gratteur, il y a un Perpignan, il y a un monsieur de Perpignan là-dedans. C'est Patrick qui? Sobella? Exactement, avec 15, il finit troisième sur la liste. Ex aequo d'ailleurs avec Michael Guillard De de Lyon. Loup. Et est-ce que tu sais qui est le premier ou qui était le premier? Parce qu'ils Euh, sont plus dans le top 14. Ils Petit sont plus au indice. top 14, mais ça doit être, oui, ça doit être le troisième ligne d'Oyonax, Le Breton. Exactement, Ouais, bravo monsieur. ouais, ouais. Kevin Le Breton, c'est un vrai joueur qu'on appelle de pénible dans le jargon, qui fait tous les rucks, qui vient mettre la tête où la plupart des joueurs ne mettent pas le pied et qui sont des vrais gratteurs. Guillard et Sobella sont plus des joueurs d'instinct. Qui cherchent les opportunités, qui connaissent le rugby et qui donc sont récompensés de cette connaissance. Kevin Le Breton, lui, c'est un vrai soldat qui laisse la paillasse à chaque ruck. C'est marrant parce que quand j'ai joué à mon petit niveau, c'était quelque chose que je voulais travailler, en fait, cette espèce de niaque qu'il faut pour aller gratter le ballon, parce qu'il faut avoir un truc dans la tête qui tourne, tu vois, qui dit, et qui est vraiment un niaque féroce, quoi. Je trouvais C'est ça ça, toujours c'est ça. excellent, Il faut les la gars qui étaient capables férocité. d'aller. Et puis maintenant, les rucks, si on les regarde à vitesse au ralenti, on se rend compte qu'il y a une puissance défensive qui arrive sur le gratteur faut pas avoir peur, quoi. Il faut être Ouais. déjà bien équipé au niveau des cervicales, bien planté sur ses jambes, mais il faut oublier d'avoir peur, hein. Et c'est pas par hasard que ces trois noms, en fait, sont dans les top 15 meilleurs plaqueurs de la saison. En fait, tous les trois dans le top 6, d'ailleurs. Le numéro 1, d'ailleurs, c'est Tom Stanforth de Cast. 2, c'était Kevin Le Breton. Et 3, c'était Michael Gaillard. Mais Patrick Sobella était ex aequo 6e avec Lambé. Le 4e, c'était Romain Bria, qui, il me semble, qui a fait sa retraite. Non, je crois qu'il est toujours, il est au Ah, Stade Français, Romain. Il me semble que je l'ai vu jouer ce week-end, donc ok, je crois excuse. qu'il s'accroche encore. Super. Bah écoute, j'ai voulu mettre un petit temps en fait sur des noms que peut-être on voit pas parce que moi je suis beaucoup l'équipe de France et c'est vrai que parfois je rate l'opportunité de suivre certains joueurs que je connaissais pas forcément dans le top 14. Donc voilà. Donc là, on est de retour maintenant pour cette saison. Et je me rends compte, tu sais, par rapport au foot américain, par rapport à la NFL, c'est une saison qui est hyper longue. Tu sais que NFL, on a le Super Bowl genre début mi-février, Ouais, et après le NFL démarre le même temps que le top 14. d'accord. Donc en gros, ils jouent pas depuis mi-février jusqu'à maintenant. Bon, il y a des matchs de préparation en Ouais, août, ouais, bien quoi. sûr. C'est quand même incroyable, tu vois. Ils, Et là, ils ont des top saisons de 14, 4 mois, c'est ça. ouais, c'est pas loin, hein, c'est 6 Ouais. mois, je pense. Et là, en fait, en rugby, on vient de finir en juin. Plus on a tous les tournois, des tournées d'été, etc. Et on reprend en septembre, c'est quand même fou. Ben oui, nous, les joueurs ont coupé 5 semaines et encore 5 semaines, souvent c'est moins. Là, cette année, on a pu avoir 5 semaines.
Oui, oui, c'est une vraie machine à laver, hein. Le top 14, ça s'étale sur de longs mois. Il y a la Coupe d'Europe qui se mêle au milieu. En fait, la partie la plus difficile, c'est celle que l'on entame aujourd'hui, jusque fin janvier. Là, c'est la partie qui est difficile parce que eh bien, les jours vont raccourcir, les terrains vont devenir de plus en plus lourds, la météo va devenir celle d'hiver, et donc on est dans la période la plus difficile. C'est un long marathon qui va démarrer. À partir du mois de janvier, les jours rallongent, il y a un petit peu plus on va dire, de saucissonnage de la compétition parce que il y a des matchs de Coupe d'Europe de phase finale et donc tous les clubs ne font pas les phases finales. Donc ça permet à des effectifs de souffler. Alors bien sûr, une équipe comme Toulouse elle va quand même jouer tous les week-ends jusqu'à la fin, mais elle va utiliser 50, 60 joueurs. Une équipe comme Perpignan qui a moins le loisir d'avoir autant de joueurs de ce niveau-là. On va avoir quand même à partir du mois de février 3 matchs, un repos en gros, voilà. Et donc ça c'est plus facile à gérer pour les organismes. Et donc ça permet de finir et de gérer mieux la fin de saison. Mais là la vraie partie et qui détermine quand même toute la fin de saison, c'est cette partie-là jusqu'à la fin janvier. Ouais, et c'est marrant parce que dans le foot américain et dans le basket aussi, on parle beaucoup de off-season. Tu vois, on dit oui, il a beaucoup travaillé cet aspect de son jeu pour s'améliorer pendant la off-season, donc pendant qu'il joue pas en fait. Mais en fait, en rugby, on n'a pas forcément un vrai off-season. Il faut, j'imagine que le corps, 5 semaines, c'est pas énorme en fait. Si on a joué un sport de combat, il faut le temps pour le corps se Ah oui, reconstruire oui, dans un sens. parce que finalement, quand on reprend au bout de 5 semaines, on reprend pas à zéro, donc on demande aux joueurs de se réentraîner environ 15 jours avant, donc en fait, ils coupent véritablement 3 semaines. Ouais, avec deux petits verres de blanc à la plage, C'est ça. mais c'est C'est pas ça. beaucoup quand même. Bon, bonne nouvelle, ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir cette première semaine de Top 14. Je propose qu'on parle rapidement des différents matchs et on va démarrer par un match Bayonne-Perpignan. C'est Bayonne qui a gagné en dernière minute, là 21-19. Est-ce que tu peux me dire deux mots par rapport à ce match? Alors bien sûr, on est déçu parce que jusqu'à la 76e minute, on était devant et on avait mené tout le match sans être véritablement inquiété. Mais par contre, on est réaliste aussi sur le fait d'avoir été en difficulté sur une partie de notre jeu, c'est-à-dire les sorties de camp, c'est-à-dire sortir de la pression défensive pour se retrouver dans le cas adverse. Pour te donner un chiffre, puisque toi tu aimes les chiffres, c'est 68% d'occupation pour Bayonne. C'est-à-dire qu'on a passé Ah ouais. 68% du temps dans notre camp. Voilà. Et en termes de possession, on a eu autant de possessions que Bayonne, même un peu plus. Mais par contre, on a eu 70% de nos possessions dans notre camp. Et donc, quand on est dans son camp, c'est difficile de marquer des points. Donc, c'est presque un exploit d'avoir marqué 19 points. Mais jusqu'à la fin, on s'est exposé à ce que Bayonne passe devant et il passe devant à une dernière pénalité. Donc, c'est une déception parce qu'on aurait bien aimé commencer par une victoire, notamment à l'extérieur, commencer ce championnat sur de bonnes bases. Mais c'est quand même aussi une satisfaction parce que avec cette difficulté-là, on a malgré tout mené jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'on a été efficace, ça veut dire qu'on a une défense résiliente et on a eu des joueurs qui ont combattu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas tourné pour nous. Mais tu sors quand même avec le point de bonus. On sort avec le point de bonus qui nous arrivait pas souvent l'année dernière. Tu l'as dit, 13 victoires, autant que le cinquième. Mais ce qui a fait la différence, parce que je crois qu'il y avait 4 ou 5 points de différence entre nous, ce sont les points de bonus. Et l'année dernière, à l'extérieur, soit nous avons gagné, soit nous avons pris 0 de points de bonus. Donc là, c'est une défaite avec point de bonus. Et j'espère que ça augure de meilleurs auspices pour nous. Ouais. J'avais noté sur le replay quand même, il y avait un Ali Crossdale qui me semble très vif, bon, à la fois dans le bon sens où il a marqué un essai assez rapidement, mais après il a pris un petit carton jaune aussi. Oui, il a pris un carton jaune sur une action défensive d'anti-jeu, un carton jaune tout à fait justifié. Et je peux te dire qu'on lui a tapé sur les doigts parce que pendant cette période-là, on a pris un essai qui a permis à Bayonne de recoller au score. Donc, on le sait, au rugby, le fait de jouer à 14, c'est très souvent rédhibitoire. C'est l'équipe qui joue à 14 est très souvent punie.
Ouais, ouais. Et en fait, en parlant de ça, donc là, on est mardi, et toi, tu m'as dit, bah, j'ai déjà fait mon travail d'analyse. Et je me dis, mais comment ça s'organise, en fait? Parce que tu voyages plus avec l'équipe, tu m'as dit Oui, la dernière c'est ça. fois. Donc, ça fonctionne comment? Tu as déjà fini ton travail d'analyse, mais Mais ça consiste de quoi? C'est-à-dire que, pour te détailler exactement, je me suis mis à mon bureau à 14 heures samedi pour le match de Bayonne et j'en suis sorti, c'était 3h30 du matin. Voilà. Ah ouais. Donc là, c'est la grosse partie de mon travail de la semaine. J'ai fait toute l'analyse en direct de notre match et ensuite toute l'analyse post-match collective et individuelle. Et quand j'ai terminé ce travail, j'ai visionné le match de notre futur adversaire qui avait joué à 16h30. Donc c'était Montpellier. Donc j'ai visionné ce match et j'ai fait les statistiques de ce match aussi pour pouvoir les rendre le dimanche matin à 9h à mes entraîneurs. Donc j'avais déjà vu deux matchs dans la soirée. Puis le dimanche, j'ai profité de ces deux matchs qui sont maintenant diffusés pour faire mes analyses des deux matchs de l'après-midi, donc de Clermont-Ferrand et de Toulouse, donc à Vannes. Et entre hier et aujourd'hui, j'ai vu les trois matchs qui me manquaient à mon palmarès, entre guillemets, et j'ai fait l'analyse des trois matchs. Sachant que il y a des matchs où l'analyse est plus poussée, c'est-à-dire que par exemple Montpellier, c'est une analyse plus poussée puisqu'on les joue ce week-end. Castres, nous les jouons le week-end prochain, donc là aussi c'est une analyse plus poussée. Et ensuite, on va jouer Clermont-Ferrand et Pau qui se sont rencontrés les deux week-ends d'après. Donc ces trois matchs-là, c'était vraiment des analyses très poussées. Et pour les autres, c'est une analyse un peu plus instructive, on va dire. Voilà. Et en plus, il faut dire que toi, tu as des années et des années d'expérience, mais ça te prend quand même tous ces heures de travail. C'est incroyable. La difficulté pour nous, c'est que, je l'expliquais à un ami l'autre jour, c'est que le rugby, il a eu plusieurs temps d'évolution. À une époque, c'était le physique. Le rugby, on faisait beaucoup de jeux, puis d'un coup, la préparation physique est arrivée. Et donc, ça a été les années préparation physique. Et les clubs ont beaucoup investi sur des préparateurs physiques, des staffs, des analystes, ainsi de suite. Puis après ça, il y a eu la période, on va dire, data, avec les GPS et ça. Et là, aujourd'hui, on investit beaucoup sur la vidéo parce que on a de plus en plus de logiciels à notre disposition, de possibilités et de caméras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les matchs sont filmés avec au moins 5 caméras, c'est-à-dire un plan serré, un plan large, un programme qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui est diffusé à la télé, un plan pêcheur de la vue arrière et un plan à l'opposé. Et donc, la combinaison de ces 5 caméras dans des logiciels, ce qui n'était pas possible avant, nous permet de faire une meilleure analyse et de mieux comprendre le déplacement des joueurs, les tactiques, les plans de jeu, les faiblesses, les forces des équipes. Et donc les entraîneurs qui sont friands de ça demandent de plus en plus d'images, de plus en plus d'analyses, vont de plus en plus dans le détail. Et donc aujourd'hui, les staffs vidéo sont en train de se multiplier. Avant, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on est trois Ah ouais. et on a deux stagiaires. Donc, on est cinq à Ah travailler ouais. sur la vidéo. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est en plein essor. Et il y a de plus en plus de logiciels qui s'occupent de fournir des fournisseurs de data qui vont encore plus loin dans les analyses parce que nous, quand on analyse, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, moi, quand je fais mon match, je fais 7 heures d'analyse et j'ai mes adjoints qui en font 4. Donc, ça fait 8 heures et moi 7. Donc, une analyse de match, en gros, c'est 15 heures de travail. On peut pas mettre 15 heures de travail sur les 7 matchs de top 14. Oui. Donc, sinon, il nous faudrait encore plus de monde. Donc, on a des fournisseurs de données qui nous font des analyses individuelles, qui eux c'est leur métier. Ils ont des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent pour eux et qui nous vendent ces solutions-là. Et donc, ça nous permet d'aller plus loin dans les analyses. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est développé. Et en plus, maintenant, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Oh, ok. Voilà, on est au tout début aussi de ça. Et je crois que ce qui va révolutionner l'analyse vidéo, c'est l'intelligence artificielle. Tu sais quoi, après notre petit voyage
À Barcelone, je pense qu'on va pitcher un truc à Canal+ pour faire un documentaire sur, sur ça parce que franchement, c'est super intéressant. Oui, bien sûr. Allez, si on peut, merci pour ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et moi, dans ma tête aussi, est-ce qu'il y a une révision avec l'équipe? Est-ce que c'est toi qui montre, en fait, voici Montpellier, voici ce qu'ils ont fait. C'est toi qui fais ce Alors, travail-là? non, là, ça, c'est les coachs qui, chacun dans leur partie, font de la présentation. On a un responsable de l'attaque, un responsable de la défense, un responsable de la touche, un responsable de la mêlée. Et tu vois, par exemple, la matinée de ce matin, ça a été une séparation de tout l'effectif avec leurs coachs, avec les leaders de ces domaines-là, pour voir la particularité. Moi, je fournis aux entraîneurs, je donne mon avis. Je débriefe avec eux, donc tout se fait avec eux, et après ce sont les entraîneurs qui diffusent. Nous on est là en appui parce que c'est nous qui faisons la manipulation, on va dire vidéo, avec les ordinateurs, mettre les montages sur les ordinateurs. J'alimente aussi une plateforme pour que les joueurs puissent depuis leur smartphone ou depuis la maison consulter les stats, voir les images des matchs et ainsi de suite. Et donc Oui, ça a euh, vachement évolué depuis. ah oui 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 c'est très développé la vidéo, c'est très très développé. Ah bah c'est trop chouette. Bah ouais, on va aller faire un petit reporting tous les deux, ça peut être sympa. Allez, vite fait, on retourne sur les matchs de ce week-end. On avait Clermont, j'étais un peu surpris, 39 pour Clermont, que 7 pour Pau. Après, Castres, un victoire dernière minute encore contre Racing, mais Castres, c'est un vampire, quoi. C'est incroyable. C'est ça, c'est exactement ça. On en avait parlé l'année dernière. C'est une équipe Castres qui ne lâche jamais. C'est-à-dire que pour les battre, il faut vraiment être au-dessus d'eux et ne rien lâcher. C'est une équipe qui, donc moi, j'ai bien sûr, j'ai travaillé sur ce match-là, qui s'est retrouvé en difficulté dans le match à de nombreuses fois, qui était dominé par le Racing, un Racing que j'ai trouvé très puissant, très efficace. Mais malgré tout, ils ont sauvé deux essais dans l'embut, ils sont allés plonger à la mort, et ils étaient menés de 14 points, je crois, à la 73e, ou ils étaient menés de 12 points, pardon, à la 73e, et ils ont marqué deux essais transformés, incroyable. Ouais, c'est ça. Montpellier contre Lyon. Montpellier, toujours des difficultés. Ils ont perdu à la maison contre un Lyon, plutôt en forme. Donc 26 pour Lyon, 22 pour Montpellier. Bordeaux-Bègles, 46, Stade français, 26 en maîtrise à la maison. Bordeaux contre Stade français. Alors Bordeaux, c'est un peu, alors pas la surprise de les voir à ce niveau-là, parce que malgré tout, Bordeaux fait une énorme saison l'année dernière, et euh, bien sûr, ils sont tombés contre le Stade Toulousain qui était sûr de ses forces, et ils sont tombés, on va dire, dans le piège toulousain. Mais il faut pas oublier que Bordeaux, c'est pratiquement l'équipe de France derrière. Et devant, ce sont des jeunes joueurs, soit qui ont été champions du monde moins de 20, soit qui ont une carte internationale, soit, enfin, c'est vraiment une grosse équipe. Avec un gros staff, avec un club qui travaille très très bien depuis des années. Et donc, Bordeaux est en place. L'inquiétude qu'on pouvait avoir, c'est comment ils avaient digéré cette finale, parce que quand on prend 60 points en finale, je pense que ça doit faire très très mal à la tête. Mais ils ont fait une bonne préparation, ils ont fait des bons matchs amicaux, et je pense que Paris ne s'attendait pas à ce niveau-là. Ouais. Et moi qui ai vu le match, là aussi, ils les ont pris par la vitesse. Bordeaux a été extrêmement vite. On pourrait presque dire que ils ont joué au chat à la souris, et que Paris n'est pas réussi à les attraper. Et sans un joueur extraterrestre, on en parlait tout à l'heure, Macalou, qui marque deux essais, je pense que Bordeaux aurait eu le point de bonus offensif. Ils ont été privés à la fin. Ils peuvent s'en vouloir, mais Bordeaux très très solide. Ouais, bon, on va reparler un peu plus en détail après. La Rochelle a battu donc le dimanche Toulon. Moi, j'ai trouvé un match très très défensif. En fait, moi, j'avais Oui. pensé que La Rochelle allait partir avec, mais Toulon a quand même resté accroché. Et Vannes, ils ont accueilli Stade Toulousain, qu'ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, 43 pour Stade Toulousain et 18 pour Vannes. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu le match du Stade Toulousain. Je crois que ce soir-là, euh, toutes les équipes auraient pris 40 points contre le Stade Toulousain. Parce que moi, j'ai trouvé une équipe de Vannes très, très en forme, beaucoup d'énergie, qui s'est envoyée comme des morts de faim. Et je crois que si ça n'avait pas été le grand Stade Toulousain,
Vannes aurait gagné son premier match à la maison, comme Oyonnax avait su le faire l'année dernière. Et ils ont eu le malheur de tomber sur le Stade Toulousain. Mais attention, cet avant-match, cette histoire qu'ils amènent bretonne, celte, dans le top 14, bon, d'abord, c'est magnifique. Et, et il faut pas les enterrer trop vite. Moi, j'ai trouvé un Vannes de très bonne qualité. Ouais, on va parler un peu plus en détail, mais moi j'adore leur stade, en fait, qui est plein centre-ville, je trouve ça vraiment chouette. Allez, on va se projeter maintenant, donc je te demande de mettre ton casque de savant, de projecteur, de celle qui lit dans les, comment dire ça, dans les trucs de thé, là. Ouais. Par rapport à l'avenir, on va faire un petit tour de table, on va démarrer avec, moi je les appelle Team Lopez, parce que quand même c'est la renaissance de Camille Lopez, c'est Bayonne. Ils ont quand même ajouté quelques personnes très intéressantes, parce qu'on peut dire qu'il y a Joris Seconde qui vient de Stade Français, il y a Manu Toulagué, en fait, 60 cap de l'Angleterre, qui arrive en centre. Aussi Matteo Carrara, aussi, de l'Argentine. Oui. Donc on peut aussi de Stade Français encore, Bolognati c'est Abel Kofner aussi. aussi en troisième ligne. Donc moi je vois des super nouveaux personnes qui arrivent. Ils ont fini, je pense, dixième, non pardon, ils ont fini 12e l'année dernière. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Mais Bayern, c'est une équipe qui travaille bien depuis des années, hein. Il y a eu les années Bru avec la remontée en top 14, hein, le maintien, même la qualification pour la Coupe d'Europe, hein, l'année passée. Ensuite, c'est Grégory Pata qui lui aussi, c'est un garçon qui est passé par chez nous, par l'USAP, par Auch. Qui a bien connu la Pro D2 et qui est parti ensuite à La Rochelle et qui a été champion d'Europe avec La Rochelle dans le staff du club champion d'Europe. Donc avec une grosse expérience, c'est un garçon qui connaît très très bien les joueurs et donc il travaille bien sur le recrutement, qui sait cibler les personnes qui sont non seulement des bons joueurs de rugby, mais qui ont des qualités particulières qui correspondent au plan de jeu. C'est-à-dire c'est pas du recrutement sur nom. Alors cette année, Bayonne, c'est une équipe ben, qui a des moyens, qui se dote petit à petit d'un superbe stade, d'un superbe centre d'entraînement et qui a recruté fort. C'est une des équipes qui a recruté le plus fort parce que si on parle des effectifs, alors, on peut dire que les effectifs ont été à peu près stables cet été. Les clubs s'orientent vers les joueurs français de plus en plus, enfin, toujours, parce que maintenant, c'est vraiment euh, la bascule, hein, le joueur français. Et quand ils vont chercher des joueurs étrangers, ce sont des joueurs à très fort potentiel. Donc là, le cas de Manu Tuilagi, c'est vraiment ce type de joueur à fort potentiel qui quitte l'Angleterre parce qu'il y a des problèmes financiers là-bas et qui vient finir sa carrière, mais avec, ben, il vient de faire la Coupe du Monde, hein. C'était l'un des meilleurs joueurs anglais, donc, non, non, ça va être un gros morceau, Bayonne. Et tu as parlé de Joris Hugon, ben, on est bien placé pour le savoir. Quand je te parlais de nos sorties de camp, l'entrée de Joris pour suppléer Camille Lopez en fin de match nous a fait très très mal avec une longueur de pied qui nous a fait beaucoup reculer entre camps, et qui, je pense, nous a fait qu'on ait perdu ce match. Ouais, mais c'est un bel relève au niveau 10 pour eux par la suite. Donc, ça me semble logique pour eux qu'ils ont pris quelqu'un d'expérimenté comme ça, mais quand même, il reste assez jeune, Joris, de mémoire. Ah oui, oui, je crois que c'est un joueur qui a 25-26 ans, hein, donc ouais, il a encore de belles années devant lui, oui. Si on passe à Bordeaux, en fait, une très belle année l'année dernière. Oui. Tu m'avais dit, ben, le nouveau coach, il va faire du bien, Yannick Brou. Ben, il a fait du bien. Ils ont bien sûr un des meilleurs marqueurs, Damien Penaud. Ils ont un super, un super, on va dire, effectif cette année. Mais comme on a dit, moi j'ai parlé l'année dernière de Super Bowl hangover, c'est l'équipe qui perd le Super Bowl et surtout par ce 59-3. Ouais. Est-ce qu'ils vont être capables de revenir dans le match, dans la saison, on va dire, avec les bons esprits? Bon, ils ont bien démarré. Au niveau des nouveaux personnes, j'ai pas noté, il y a quelques joueurs de Biarritz qu'ils ont piqué. Oui, Sinon, il y a un qui est intéressant, c'est Joey Carberry, aussi, qui était l'ouverture demi-voiture. du Munster, oui. Voilà, derrière Euh, Sexton, normalement, c'était toujours quelqu'un que j'ai bien aimé. 38 caps, quand même, c'est oui, oui, ça, Irlande. c'est des joueurs qui ont une grosse expérience. Quand on a joué pour le Munster, ça veut dire que on s'est frotté à la Coupe d'Europe chaque année. Et donc, même s'il a été dans l'ombre des ouvreurs d'Irlande, il a quand même fait beaucoup de tournées, il a fait beaucoup de matchs.
Il a participé à beaucoup de matchs internationaux. Donc, c'est une belle recrue, mais c'est la seule recrue, on va dire, étrangère, véritable. Même si je crois qu'ils ont récupéré aussi Johnny Gray, Ouais. qui arrive d'Exeter. Donc là aussi, c'est un grand monsieur du rugby écossais. Mais après, voilà, c'est un petit recrutement avec quelques joueurs jeunes qui arrivent donc de Biarritz. Tu l'as dit, il y a Mathieu qui arrive de Biarritz. Ils ont récupéré Arthur Rottière qui était à Toulouse, dont on connaît le talent, qui peut jouer ailier, qui peut jouer centre, qui peut jouer arrière, qui peut jouer demi de mêlée. Voilà, un vrai poison. Et ils ont récupéré aussi Enzo Rebier, que moi j'aimais beaucoup, qui joue, c'est un joueur d'Oyonnax, c'est un ailier qui franchit beaucoup ces ailiers racés, je vais dire, un peu comme peut être Damien Penaud, et qui leur fera du bien, justement, quand Damien Penaud sera appelé en équipe de France. Ouais, donc on peut bon, il démarre bien la saison. On va voir si ça suit pour eux. On a parlé de Castres. En fait, j'étais fier de moi parce que j'avais noté ce que tu avais dit. J'avais noté, tiens, il y a beaucoup de Nevers et Mm. Carcassonne et Grenoble. En fait, effectivement, il prend beaucoup de joueurs qui sont pas, on va dire dans le top 14, mais de Pro D2. Beaucoup de deuxième ligne aussi. Ils ont au moins 6 deuxième lignes sur cette équipe. Je trouvais ça assez marrant. Après, Donc ce sont des deuxièmes lignes hybrides qui peuvent jouer deuxième, troisième ligne. Ils aiment bien ces joueurs-là comme Stanis Force, qui a été l'un des meilleurs joueurs du championnat l'année dernière. Ces joueurs-là qui peuvent jouer soit seconde ligne, soit troisième ligne centre ou côté fermé, qui apportent de la hauteur, qui apportent du poids, qui apportent de la puissance. C'est une équipe qui joue beaucoup en frontal dans des premiers temps avant de libérer pour derrière, mais c'est une équipe voilà, qui est difficile à jouer, toujours. c'est marrant parce que j'avais noté au niveau de poids, en fait, ils ont un seul joueur qui est plus de 130 kilos, en fait, dans les avants. Mais en fait, dans les arrières, ils ont 5 joueurs qui sont plus de 100 kilos. Ouais, ouais, c'est une équipe qui est Donc, très c'est assez solide. lourd derrière. C'est une Ouais. équipe qui est très solide et puis ils ont récupéré l'ailier de Nevers, donc Ambandian, qui a fait le match de sa vie, je crois, ce week-end, euh, qui, euh, euh, qui leur apporte cette puissance-là, cette vitesse. Ils ont des joueurs fidjiens toujours qui sont de très haut niveau. Et oui, c'est une équipe solide et qui a en plus l'objectif de déplacer le ballon malgré tout. C'est-à-dire que ça joue frontal et puis dès que ça s'ouvre, eh bien, on est capable de jouer sur les ailes et de donner vie à ce ballon. Donc c'est une équipe qui restera dangereuse. Alors de là à dire que c'est une équipe qui va se qualifier, qui va jouer les premiers rôles, c'est difficile à dire, mais quand même, tous les 3 4 ans, Castres est la bonne surprise du championnat, donc attention. On passe à Clermont, qu'ils ont eu. Il y avait 3 coachs pendant 3 saisons, et après, maintenant, il Ouais. y a Urios qui arrive. Un peu moyen, en fait, au niveau des stats. Ils étaient 9e en attaque l'année dernière, 11e en défense. Ils ont bien démarré ce match contre Pau. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, j'étais en train de regarder. Il me semble que c'est une équipe qui peut mettre 50 points sur une équipe, et la semaine suivante, il peut perdre par 40, en fait. Donc, ils ont fait ça à la fin de l'année, en avril. Ils ont perdu contre Bordeaux-Bègles 41-7, et après, la semaine d'après, ils gagnent contre Stade Français 41-18. Le même chose, un mois plus tard, ils perdent contre Toulon 52-10, et après, ils gagnent contre Montpellier 52-15. C'est quand même bon, un peu difficile ça, parce que c'est pas très linéaire, c'est pas très stable. Oui, alors c'était une équipe qui était un peu dans le trouble les années précédentes avec un changement de génération. Il y avait des années très fastes à l'ASM et le passage de cette génération-là a eu du mal à se faire. Donc ils ont brûlé des entraîneurs et puis là ils ont récupéré en cours de saison Urios dont on connaît les qualités qui correspond à cet esprit du top 14 où il faut être rude pendant la période hivernale comme je te dis où il faut être résilient et je pense que Urios va mettre la patte sur cette équipe et c'est déjà dans le recrutement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il était arrivé en cours de saison, il a fait avec son effectif. Et là, petit à petit, il est en train de construire son effectif en s'étant séparé de quelques-uns qui n'estimaient pas assez investis et en recrutant de la masse, du déplacement,
du franchisseur, comme Kylian Ndaoui par exemple. Et donc, ils ont fait un bon début de saison, effectivement. Moi, j'ai trouvé une équipe très solide contre Pau, un peu plus déçu, entre guillemets, par Pau, que je m'attendais à être d'un niveau supérieur. Mais je crois que la performance de Clermont n'est pas étrangère aux difficultés de Pau ce week-end. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai pas vu beaucoup de noms très connus qui sont arrivés, mais plutôt des noms qui sont partis. Comme tu disais, un changement de génération. Slimani qui est parti, Plisson aussi, Lavani qui est parti à Lyon. Donc peut-être, donc ce que tu me dis aussi, c'est que Euros est arrivé et ça va prendre un peu de temps pour que ça commence à avoir l'effet en fait. Tout à fait. Mais, euh, mais ils ont des bons joueurs. Par exemple, ils ont récupéré Thomas Seyt, qui était à Bayonne. Alors, c'est un joueur qui est âgé de 33 ans, mais on sait que en seconde ligne, on peut jouer jusqu'à 35, 36 ans. C'est ce joueur-là qui va leur apporter cette grinta qu'aime Urios, cette force, cette puissance et cette abnégation. Et je crois que quand tout va se mettre en place, je pense que ce sera une équipe qui peut être dans les 6 cette année. Ouais, et d'ailleurs, Kramer, l'année dernière, était bien là dans ce registre-là, je trouve, Tout à fait. très, très rugueux. Tout à fait. Allez, on passe à La Rochelle. En fait, tu l'avais bien dit l'année dernière qu'ils auront un peu de mal, manque de fraîcheur, en fait. Et tout au long de l'année, je trouvais que on l'a senti, un peu de démarrer dans la douleur. Là, cette année, avec une victoire contre Toulon, mais l'année dernière, quart de finale en Coupe d'Europe, ils ont perdu. Ils ont perdu dans demi-finale contre Toulouse. Est-ce que la douleur va continuer? Est-ce qu'ils vont rebondir, La Rochelle? Alors, moi, j'ai été un peu surpris. Je crois qu'ils ont fait très peu de recrutement. Je sais pas. Je crois qu'officiellement, il y a qu'un joueur qui a signé chez eux. Après, ce sont que des espoirs. C'est Kane Douglas qu'ils ont récupéré de Bordeaux. Donc, c'est un effectif très stable. Je pense qu'ils vont miser sur une équipe espoir qui a fait un beau championnat l'année dernière, donc avec quelques joueurs qui montent. La différence va peut-être se faire sur des internationaux qui ne le seront plus ou qui le seront moins peut-être et qui auront un peu plus de fraîcheur euh, pour le, pour le club. Mais ils sortaient quand même d'un doublé Coupe d'Europe, d'une finale de Coupe d'Europe. Enfin, ils ont laissé des plumes ces 4 dernières années. Et c'est vrai que je suis un peu surpris qu'ils aient pas renouvelé leur effectif. Maintenant, j'ai pas tout à fait euh, vu exactement le nombre de jeunes qu'ils ont intronisés. Donc à voir. Mais ça sera peut-être une équipe qui aura du mal à se mettre en route au départ. Ok. Oui, comme on a dit avant aussi, moi j'avais noté 11 personnes sur leur effectif qui sont formées au club, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Et j'ai noté aussi, c'est un des packs les plus lourds. Il y a quelques jours à 152 kilos, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont plus de 100 kilos, Ouais, 130 kilos, excuse. Donc c'est quand même de lourd en face pour les avants. ouais, ouais, les Antonio, les Skelton, les Colombes, tout ça, c'est du fort tonnage, hein. Donc, des joueurs qui pèsent sur l'adversaire, qui en plus sont des bons joueurs de rugby, qui sont capables de faire des passes, de faire des franchissements, de faire des offloads. Donc, oui, ils jouent beaucoup cette qualité-là. Et quand on parlait tout à l'heure d'un talonneur qui fait partie des meilleurs marqueurs, c'est parce qu'il profite de ce tonnage qui amène souvent le ballon dans un but après un mall. Ouais, Skelton a sacré année l'année dernière. Si on parlait de Lyon, l'année dernière, tu as dit, en fait, il manquait un peu d'identité. C'est quelque chose que Théo dit assez souvent aussi. Staff inexpérimenté l'année dernière qui venait de Grenoble. Les résultats en dents en scie, mais en fait, ça veut dire aussi quand c'est dents en scie que parfois ça descend, mais parfois ça monte. Et moi, je sais pas pour toi, mais j'ai un bon senti, surtout, par exemple, on regarde des ailiers, par exemple, ils ont David, le Georgien, là, Ninashvili, Ouais, déjà, celui que Monty Ouanei, Rattez, Oui, ils oui. ont vraiment derrière, ils ont des sacrés joueurs, je trouve. Oui, oui, ils ont des sacrés joueurs. Après, cette année, ils ont perdu quelques cadres, les frères Tao, Bamba. Donc, il y a un changement alors pas de génération, mais de vestiaire, on va dire. Donc, il me tarde de voir un petit peu comment ça va prendre. Là, ils ont fait un match très sérieux à Montpellier avec une belle occupation et puis des contre-attaques extraordinaires avec toujours Couillou qui est là pour conclure. Donc, il a encore marqué ce week-end. Donc, euh,
Je pense qu'il y aura encore un peu d'irrégularité parce que c'est une équipe qui va rester un peu en construction encore, pour moi. Ils seront capables de faire des très très bons résultats et peut-être que sur la longueur, ils peuvent avoir quelques trous d'air. Mais après, avec la confiance, ça peut basculer dans le bon pour le Loup. Ce sera quand même une équipe solide. Attention. À creuser, parce que pour moi, ouais, je sais pas pourquoi, mais cette équipe, pour moi, ça va peut-être faire quelque chose pour moi, c'est mon ressenti. Par contre, dans l'autre sens, on va dire Montpellier, j'ai pas ça me donne pas des super bonnes ondes, on va dire. Ils ont perdu quelques joueurs de clés, Garbessi. Il me semble que William C, il a pris sa retraite ou pas, je suis pas Non, non, certain, il est j'ai là, mais l'impression. il est blessé et il a été longtemps blessé. Et là, il a repris là ce week-end. Il a rejoué. Ok. Ok, donc moi j'ai vu Carbonel aussi qui est parti, Oui, donc il y a des grosses pertes. Après, il y a quelques ajouts de joueurs qui ont peut-être, on va dire, un passé problématique en fait, avec Awas, Potin et Stuart et Hogg aussi. Il y avait Sam Simmons qui était là pour remplacer, on va dire, le vide de Zach Mercer qui était formidable il y a 2 ans. J'ai pas l'impression qu'il avait fait une énorme saison l'année dernière. Comment tu sens Montpellier? mais c'est particulier, Montpellier. Bon, ils sortent d'une période très trouble. Et donc, quand on a une période trouble comme ça, c'est difficile de recruter parce que les joueurs se disent, bon, qu'est-ce que je vais aller faire là dans ce club où il n'y a pas de stabilité, où on ne sait pas trop qui c'est qui dirige, entre le président, entre Bernard Laporte, les coachs, Colazo. Donc, je pense que le recrutement a été un petit peu compliqué pour eux. Du coup, ils ont misé sur des joueurs qui ont un beau CV, on va dire, mais qui sont en situation particulière. Voilà, les Awas, Umpankin, Stewart Hodge, voilà, ils ont des problèmes dans la vie qui peuvent amener à ce qu'ils aient des baisses de niveau rugby, mais ça peut être aussi la bonne pioche, donc c'est difficile à dire. Moi, je crois que le vrai changement pour Montpellier, c'est l'installation d'un staff en dessous de Bernard Laporte, quasiment montpelliérain. C'est-à-dire que Codulo, qui a pris les rênes de l'équipe, c'est quelqu'un qui est au club depuis toujours, je pense un peu comme moi à Perpignan, qui a franchi toutes les étapes, qui a été joueur, qui s'est occupé du centre de formation et qui maintenant passe chez les pros. Et je crois qu'il est en train de construire un vestiaire montpelliérain sur lequel il va pouvoir s'appuyer parce que tu le sais, et on a parlé tout à l'heure des victoires à la maison, on a besoin on a besoin de créer une identité dans un vestiaire de rugby pour créer une histoire. Et donc, je crois qu'ils sont en train d'essayer de le faire. Ça va pas être simple et parce qu'ils partent de loin, qu'ils ont vécu un vrai traumatisme l'année dernière. Ça va pas être simple parce qu'ils ont perdu ce premier match à la maison, mais sur la longueur, quand on voit quand même l'effectif, avec les Vunipola, avec le demi de mêlée sud-africain qui va revenir, avec le Miotti qu'ils ont récupéré d'Oyonax, qui est un excellent joueur, c'est un Argentin, demi-ouverture, qui n'a pas encore fait ses débuts mais qui est un excellent joueur. Thomas Vincent aussi qui arrive de la Pro D2. Je crois que voilà, ça peut basculer du bon côté. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir un peu de temps, mais je me dis qu'ils vont pas faire la même saison que l'année dernière. Ok, donc un peu de chemin à faire pour Montpellier. Oui, Là, tu parlais de Pau, un peu déçu par leur démarrage avec que 7 points marqués, mais surtout beaucoup encaissés contre Clermont. En fait, c'est marrant parce que Pau était vraiment au milieu, dans le sens septième attaque, septième défense, neuvième au niveau ils étaient comme tous les autres avec 13 victoires, mais ils ont fini neuvième. On va dire quelques bons joueurs qui s'étaient piqués par des grands clubs. Astoy, par exemple, qui ouais, était pris par La Rochelle. Je pense que c'est assez fréquent, en fait, que ça arrive, où les grands clubs va piquer leurs meilleurs joueurs. c'est ça. L'année dernière, tu as dit que c'était un jeu assez spectaculaire, similaire aux All Blacks, mais il faut dire que les All Blacks, en ce moment, ils sont pas très forts aussi, parce qu'ils ont perdu avec des défaites contre les Sudaf et les Argentins. Comment tu sens Pau, alors? Mais Pau, c'est une équipe qui est façonnée on va dire, à la française, avec beaucoup de joueurs GIF. Le recrutement, il est à 95% de joueurs français qui sont passés par les équipes jeunes, tout simplement parce qu'ils ont un manager qui a été double champion du monde avec les moins de 20 ans, donc il connaît très très bien cette filière.
les jeunes joueurs lui font confiance, ils leur donnent leur chance. Et c'est un jeu assez léché. Maintenant, la rudesse du top 14, des fois, est traître. C'est-à-dire que quand on veut bien jouer au rugby, malheureusement, il faut arriver à subir les assauts sans trop se désagréger. Et face aux équipes de fort tonnage que sont, on en a parlé, Bordeaux, Toulouse, Montferrand, qui vous détruisent, sur la longueur, c'est difficile d'exister. Mais moi, je suis assez admiratif de l'équipe de Pau. D'ailleurs, avec Perpignan, c'est l'équipe que l'on bat le moins dans le top 14. Je crois que notre ratio sur nos confrontations, elle est de une victoire pour 7 ou 8 défaites. Ah ouais. C'est une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes parce qu'elle a de la vitesse, elle a du déplacement, elle a de l'intelligence. Et donc, nous, on a du mal à les attraper, comme on dit. Mais sur une longueur de championnat, sur 26 matchs, ils ont quelques trous dans la raquette. Parce qu'il manque peut-être un petit peu mais d'expérience, parce que ces joueurs-là qui prennent jeunes, pour l'instant, ils sont encore jeunes. Voilà. Donc, est-ce que cette année-là, ils vont arriver à maturité et donc franchir le cap? C'est possible. Là, pour l'instant, ils sont encore en rodage, mais le fond de jeu est là. C'est-à-dire que malgré tout, tu as dit qu'ils avaient peu marqué de points à Montferrand, c'est vrai, mais à la mi-temps, ils n'étaient pas loin. Je crois qu'il y avait 17-14. Donc, pendant 50 minutes, ils ont posé des problèmes à Montferrand. Donc, ça veut dire qu'ils sont en rodage et que peut-être ils vont monter d'un cran ce week-end. Moi, s'il y a une pièce à mettre, je mets toujours sur Pau parce que je me dis qu'ils vont finir par y arriver parce qu'ils travaillent très bien. C'est toujours difficile de battre les hommes de montagne, on va C'est dire. ça, c'est ça. Mais j'adore aussi, juste un petit coucou, il y a un Daniel Bibi Bizi Wou. Oui, J'adore des noms comme un ça, c'est pilier. génial. Et puis, allez, bon, on va parler de toi maintenant. Oui. Écoute, nous, c'est un nouveau challenge, hein. Depuis l'arrivée de Franck Azema, on a tourné la page, on va dire, la page reconstruction Pro D2, installation dans le top 14 avec Patrick Arletas. Et depuis l'année dernière, l'arrivée de Franck Azema qui demande au président de faire un gros effort sur le recrutement, sur la structuration du club aussi, et un président qui le suit. Notre objectif, c'est de nous installer véritablement dans le top 14. Et s'installer dans le top 14, c'est-à-dire prétendre à la qualification. On sait qu'il y aura des années sans qualification, ça a été le cas l'année dernière. J'espère qu'il y aura des années avec la qualification, et on sait que dans le rugby français, quand on se qualifie, eh bien, on a pratiquement autant de chances que les autres d'être champions. Donc, on est dans cette ambition-là. On sait que c'est très dur. On a parlé de tous les effectifs, hein, donc nous, on ne revendique rien. Mais par contre, on ne revendique pas non plus la place de dernier ou de barragiste. Je pense que notre équipe a progressé. Le recrutement est intéressant, notamment sur le 5 de devant. On a beaucoup recruté. C'est le gros effort que l'on a fait cette année. On a complété notre effectif aussi avec de jeunes joueurs qui remplacent des joueurs qui ont pris la retraite ou qui sont allés en Pro D2 terminer leur carrière, comme Mathieu Acebes ou Tomo Oppo, Kylian Gattier aussi. Donc voilà, c'est une page qui s'est tournée pour... je crois qu'on a 13 joueurs qui avaient participé à la Pro D2, le titre de champion, qui sont montés en top 14, qui ont assuré le maintien en top 14 l'année dernière, l'année d'avant en barrage, et qui ont participé encore à une année de plus en top 14 et qui nous ont quittés cette année. Donc c'est un vrai changement. J'espère que la mayonnaise va prendre et qu'on va faire la saison que l'on espère. Et en fait, super attaque aussi pour l'année dernière. Vous étiez cinquième finalement, mais malheureusement au niveau de défense, 12e sur 14. Donc comment on va dire profiter de cette attaque et aussi en même temps travailler des aspects de défense? Mais ça a été notre travail de l'intersaison. Tu as dit que l'intersaison était courte, c'est vrai, mais malgré tout, on a une plage de travail importante et on a beaucoup axé
sur la défense. Et l'objectif, c'est de prendre moins de points, non seulement pour coller au score, ce qui a été le cas cette semaine, et c'est pour ça qu'on a ramené un point de bonus défensif, mais en même temps aussi résister au retour de certaines équipes. Donc, on a beaucoup travaillé sur la défense. Notre animation offensive a surpris un peu l'année dernière. On a des joueurs qui ont surpris, qui ont performé, comme Veredamou, on en a parlé. Mais ça ne rend pas suffisant parce que chaque année, on peut pas avoir des joueurs qui éclatent comme ça et qui, voilà. Je crois que le rugby, c'est quand même une bonne base défensive aussi. Donc, il faut que l'on progresse dans ce domaine-là et ça a été tout l'enjeu de notre intersaison. C'est intéressant parce que le top 14, bon, ils éluent aussi les joueurs du mois. Là, j'avais vu beaucoup de Bordelais, Damien Penaud, Paul Abedi, des Toulonnais, bien sûr, Antoine Dupont, pardon, des Toulousains, des Antoine Dupont, Toulonnais, Serein, au Levant. Mais aussi, il y a quelques joueurs de USAP, en fait, qui n'ont pas gagné encore le joueur du mois, mais j'avais noté que Tulagi, de jeune Tulagi était nommé, Lucas Dubois aussi était nommé, dans des top 3 joueurs du mois. C'est arrivé aussi Taveti Veredamou? pardon. Oui, merci aussi. Donc ça veut dire que tu as quand même des pépites dans l'équipe qui vont faire du bien. Allez, on va passer rapidement au Racing. Nouveau coach l'année dernière, Lancaster, mais on ne trouve pas forcément des résultats. Ils étaient sixième, on va dire, de justesse. Ils ont perdu l'un contre... bon, ils ont perdu on va dire, dans les phases finales contre Bordeaux. Leadership, c'était une question qu'on avait l'année dernière. On pensait que Colissi allait venir d'Afrique du Sud et porter cette leadership-là, mais en fait, il est venu aussi vite parti parce qu'il est retourné jouer pour son équipe nationale d'Afrique du Sud. Là, il est remplacé, on va dire, pas lui en tant que joueur, mais on va dire cette leadership peut-être c'est remplacé par Owen Farrell. Racing, on est où? Alors, c'est une équipe qui est difficile à juger parce que elle joue pas toujours dans son stade. Quand elle joue dans son stade, c'est un stade unique en France, couvert, dans lequel les équipes adverses font des fois des matchs extraordinaire avec la vitesse et, et la particularité de ce terrain synthétique. Donc c'est une équipe quand même, de par ce statut-là, se met en difficulté. C'est-à-dire que là, ils vont pas jouer de nouveau dans leur stade ce week-end pour la réception. Euh, de temps en temps, ils ont des matchs délocalisés parce qu'il y a des concerts dans leur stade. Et quand ils rejouent dans leur stade, c'est pas forcément un avantage parce que l'équipe adverse fait un rugby champagne qui n'est pas euh, qui peut être efficace. Donc, cette structuration les met dans la difficulté pour avoir une régularité de championnat de top 14 où on a besoin, sur la longueur, de gagner beaucoup de matchs pour se qualifier. Et donc, ils peuvent pas se permettre d'avoir des trous d'air comme de temps en temps ils les ont. Et donc, c'est un peu difficile. Maintenant, sur le papier, ils ont de beaux joueurs, des joueurs internationaux, de l'expérience. Ils ont récupéré Romain Tao-Fifinois, ils ont récupéré Bamba aussi, donc Owen Farrell, tu en as parlé tout à l'heure. Donc bon, voilà, sur le papier, des équipes de grande qualité. Ils ont encore ce joueur Le Garec pour une saison de plus. Donc c'est particulier le Racing et soit ça fonctionne avec Owen Farrell qui devient leur guide, comme a pu l'être à un moment donné Dan Carter, quand il est venu et quand ils ont été champions de France. Si là, ça fonctionne, parce que Owen Farrell c'est un énorme joueur, une énorme expérience, un énorme buteur, et c'est un Anglais comme leur entraîneur, Lancaster. Donc, si ça fonctionne, le Racing ira loin. Si ça fait comme Colissi un peu pchit, eh bien, ils seront alors ils seront pas dans les dernières places, il faut pas rêver, ils ont un gros effectif, mais ils seront à la lutte entre la cinquième et la neuvième place, et puis suivant les adversaires, suivant l'enchaînement des matchs et victoires, des bonus ou pas, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre.
Bah, c'est marrant parce que j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'arrières anglais en fait, parce qu'il y a Sam James aussi, le centre, Ouais, Farrell Arondel aussi, donc ça fait trois Français. Donc on a Fifico, Max Spring et le jeune Clio Le Barbe en fait, qui est très jeune, très léger aussi, à 65 kilos, mais il y a aussi trois grands anglais aussi. ouais. Donc c'est assez intéressant de voir ça à Paris. En parlant de Paris, on va parler de l'autre équipe vite fait, Stade Français. Jolie surprise, je trouve, l'année dernière avec un pack, gros pack d'avant, un des meilleurs défenses. Ils ont fini deuxième derrière Toulouse, mais en fait, c'est eux qui ont gagné le plus Oui, avec 17 victoires. oui, On a dit Thomas Lombard, il veut construire quelque chose avec un nouveau staff, quand même un staff All-Star, en fait. tout à fait. Labitte, Para, Ghezal aussi. Vraiment, on peut dire, malgré la défaite là contre Bordeaux, on peut dire Stade Français était vraiment sur la bonne voie. Oui, oui, ils sont sur la bonne voie. Et puis, comme tu l'as dit, euh, la difficulté qu'ils vont avoir en ce début de saison, c'est que ils savent pourquoi ils ont échoué. C'est-à-dire qu'ils ont fini meilleur club français en championnat avec la meilleure attaque, la meilleure défense, pardon, et peut-être la pire attaque. Oui, c'est ça. Et voilà. Et enfin, ou en tout cas parmi la pire attaque. Et aussi la mêlée la plus sanctionnée, bizarrement. Ah oui, ok. Voilà, donc ils savent ce qu'il leur reste à faire. C'est-à-dire qu'ils se sont certainement attachés à travailler cette phase de conquête, ne pas perdre la qualité sur la défense, mais améliorer la qualité offensive. Et quand on travaille beaucoup, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup travaillé la défense, et forcément, dans un premier temps, nos qualités offensives, ça va être un petit peu plus dur à les remettre au niveau que l'on avait la saison précédente. Et je pense que pour eux, ça va être la même chose. C'est-à-dire que eux, ils avaient une excellente défense. Donc, ils vont travailler beaucoup sur l'offensif. Ils ont commencé, ils ont marqué des superbes essais contre Bordeaux, mais malheureusement, ils en ont pris 6. Parce que justement, quand on a travaillé beaucoup la défense pendant l'intersaison, l'attaque, pardon, on a laissé un peu de la défense de côté en se disant, bon, on a quand même beaucoup d'acquis, mais les acquis ne suffisent pas. Et donc, je pense qu'ils ont été un peu en difficulté sur ça ce week-end. Ils vont rapidement rééquilibrer les choses parce qu'ils ont gardé le même effectif. Ils ont fait du recrutement XXL sur des joueurs français. Huguet de Bayonne, c'est un excellent troisième ligne. Tanga, on le présente plus de La Rochelle. Carbonel, tu en as parlé. Forçant, qui est pareil, qui est un espoir, qui jouait déjà pour eux. Je crois qu'elle a été prêtée par Montpellier. Donc ça, c'est quatre joueurs français de très bon niveau qui ont entre 22 et 27 ans, je crois. Donc Paris va compter cette année. Ouais, et en plus, c'est une équipe agréable à regarder, je trouve, en ce moment. Et c'est chouette. Maintenant, il y a plein d'équipes que j'ai envie de regarder, mais Stade Français commence à être vraiment sur le plan aussi. Et Euh, attention aussi, j'oubliais, je crois qu'ils vont récupérer Costa Storti, qui est un ailier portugais qui nous a fait rêver en Coupe du Monde avec le Portugal, et qui a été, je pense, meilleur marqueur de la Pro D2 l'année dernière avec Béziers. Ah, chouette, un autre nom à suivre. Allez, on parle de Toulon. C'était aussi une surprise pour moi de les retrouver dans les top 4, on va dire, dans le haut de tableau avec 15 victoires. Deuxième attaque, troisième défense, donc très équilibré. Une équipe All-Star, l'ex-capitaine de l'équipe de France quand même, Charles Ouais. Olivon. Serin avait vraiment en forme. Villiers de retour. Il manque leur meilleur marqueur aussi, qui est Jaminet, avec suite à la Ouais. difficulté de cet été. Il va louper pendant 34 semaines quand même. Donc voilà, une équipe en construction, mais avec un vrai manager, un super manager, je dirais même, Pierre Mignoni, qui a vraiment mis sa patte sur cette équipe, je trouve. Oui, oui, il a mis sa patte. Il construit son effectif. Là aussi, un effectif très ciblé. Il a récupéré Ivaldi à Paris, qui est un vrai Toulonnais. Il a récupéré Antoine Frisch du Munster, qui est la petite découverte qui a joué en équipe de France cet été. Donc, il a récupéré Kyle Sinclair aussi, ces fameux joueurs anglais qui quittent l'Angleterre et qui ont un gros passé d'internationaux. Donc, il façonne petit à petit son effectif. Ça va être une équipe qui va compter, qui va avoir de bons joueurs. Il a un petit peu modifié le vestiaire aussi, s'est séparé de quelques joueurs que nous on a récupérés. De YCA Naya Selevou aussi, qui n'a pas fait la saison qui escomptait l'année dernière. Donc, il a un peu, entre guillemets, nettoyé son vestiaire pour repartir sur de bases saines. Ça va mettre un petit peu de temps au départ, je pense, pour Toulon, mais c'est une équipe sur laquelle il faudra compter, un petit peu comme l'année dernière.
qui est monté en puissance régulièrement. Et après aussi, mais c'est la saison qu'il faudra serein, parce que c'est quand même leur meilleur joueur. Et malheureusement, je crois qu'il s'est blessé le week-end dernier. Il n'a pas pu jouer ce premier match. Mais quand Serein est là, Toulon ne perd pas beaucoup, hein. C'est quand même incroyable. J'ai compté dans le 9-10, là, il y a Baptiste Serin, il y a Ben White, après il y a Dan Bigard et Polo Garbiesi. C'est un truc de fou. C'est 200 caps, en fait, C'est ça. à eux quatre tout seuls, quoi. Donc, vraiment, c'est assez incroyable, en fait, de charnière. L'équipe 1 et l'équipe 2 sont super forts. Beaucoup d'expérience. Petite mention aussi pour un des meilleurs noms dans le top 14, c'est Yannick Yuyut, Oui. voilà, qui est troisième ligne. Allez, on est presque fini. On arrive maintenant à Toulouse. L'a doublé l'année dernière, meilleur joueur du monde en plein temps quand il revient. Ntamak de retour, Joulanche aussi. Jack Willis l'année dernière qui se montrait comme un monstre en fait, C'est ça. incroyable. Kinghorn, c'est un roi. Ramos qui est vraiment bien dans ses pompes. On parle pas de Flamand, Mavoka, des nouveaux aussi, Maofano. Costez, Romad, ok, c'est un effectif de ouf. Et en fait, je trouve le truc qui est le plus impressionnant. En fait, depuis que je suis arrivé en France, ça fait 25 ans maintenant que je suis en France, ils ont eu 2 coachs, Guy Novez et Hugo Moula. Mais c'est ça, c'est Incroyable. la stabilité à la Toulousaine. Ils ont 2 head coachs qui se sont succédés, qui sont des anciens joueurs du club. Les adjoints, il y a un peu plus de rotation, mais c'est à 95% des anciens joueurs du club aussi, qui aiment ce maillot, qui ont été formés à l'école toulousaine. C'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place à Perpignan aussi, avec un staff qui est composé vraiment de beaucoup d'anciens joueurs. Et ils ont cette culture. Ils ont un président qui est un ancien joueur aussi, qui leur a fait beaucoup de bien dans une période quand il est arrivé où c'était un petit peu plus difficile pour Toulouse. Ben voilà, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui manient la jeunesse, l'expérience, le développement marketing, l'histoire du rugby. Ils ont toutes les cartes en main et quand ils sont comme ça, ils sont inarrêtables et avec une génération qui a faim, qui a très 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 faim. Donc je les connais un petit peu, je connais bien le petit Tamac pour l'avoir vu naître. Et donc ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Donc ben, cette année encore, ils vont compter. Ils veulent marquer l'histoire du club. Les anciens, donc moi je connais bien le papa de Romain qui euh, le rabaisse, entre guillemets, le rabaisse toujours. Il disait, attends, hein, pour l'instant, t'as que 2 coupes d'Europe, t'as que 3 boucliers. Nous, on en a tous 3 coupes d'Europe ou 4. On a 5 ou 6 boucliers. Reste calme. Et je crois que c'est leur force, c'est qu'ils ont envie de dépasser leurs aînés et ils ont envie de marquer l'histoire et dire que c'est eux qui ont ramené le plus de trophées pendant leur génération. Ah, c'est incroyable, j'avais jamais pensé à ça, vraiment. En fait, comme ils se battent, entre guillemets, entre eux-mêmes, en fait, leur passé, en fait, les équipes avant qui Mais oui, étaient parce tellement que brillants. c'est très particulier. C'est-à-dire que aujourd'hui, un joueur comme Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde, Romain Tamac, qui est peut-être parmi les 4-5 meilleurs joueurs du monde, ils ont des palmarès moins importants que leur coach et que leur papa. Donc, c'est quand même incroyable. Donc en fait, c'est toujours un moteur. C'est-à-dire que des fois, les joueurs, ils se disent, bon, ben ça y est, je suis 3 fois champion de France, je suis champion d'Europe, j'ai fait mieux que n'importe qui au club. Bon, entre guillemets, c'est difficile de se remotiver, d'aller chercher plus loin parce qu'il faut cette abnégation. Mais eux, en fait, ils ont des personnes qui les entourent. Ils ont un président qui doit être 4 ou 5 fois champion de France, qui doit être double champion d'Europe. Ils ont un entraîneur qui est double champion d'Europe et qui est 4 ou 5 fois champion de France. Et donc, il a un palmarès plus important qu'eux. Et donc, c'est leur moteur. C'est leur moteur. Incroyable. Bon, on va finir en douceur avec Vannes. On a déjà dit que bah, c'est une équipe qui a plein de choses à nous montrer. Un joli stade, joli public aussi. Le rugby breton. Là, par contre, j'ai besoin d'un peu d'aide parce que moi, je ne connais pas très bien leur équipe. Je sais que Vanny Paulin, qui est arrivé Oui, de l'Angleterre, bah, il y avait quelques noms que j'ai reconnus. Sailly, par exemple, Vili aussi, qui sont des centres c'est ça. de certaines Nakosi tailles aussi. aussi. Nakosi, oui. Ouais, ok. Mais c'est quoi leur style de jeu?
Vannes, c'était la meilleure équipe de Pro D2, hein. Ils sont champions. Et des fois, en Pro D2, c'est pas la meilleure équipe qui est championne. Mais elle fait partie de ces équipes-là qui depuis 4 5 ans, font partie des meilleures équipes au point de vue du jeu. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très structurée, qui allie autant puissance que inspiration et jeu derrière. C'est une équipe qui est très complète, qui met beaucoup de physicalité dans leur jeu. Et physicalité, pas parce qu'ils ont forcément du fort tonnage, mais parce qu'ils mettent beaucoup de puissance, c'est-à-dire qu'ils allient vitesse et force. Et donc, c'est une équipe qui est bien façonnée, qui aurait pu monter les années précédentes. Nous, quand on était en Pro D2, on les a joués quelques fois. Ils nous ont toujours posé des problèmes. La dernière fois où on est monté, c'était un match contre Biarritz. Et en fait, Biarritz, ils les avaient battus dans les arrêts de jeu, sur un fait de jeu, une interception incroyable. Sinon, c'est Vannes qu'on aurait rencontré en finale. Et peut-être qu'on aurait eu du mal à les battre. On craignait, je peux te le dire maintenant, on craignait plus Vannes à cette époque-là que Biarritz. Donc, ben, c'est une équipe qui n'arrive pas par hasard ici, qui donc s'est façonnée et qui a acquis de l'expérience. Maintenant, la marche Pro D2 Top 14, elle est énorme. Parce que chaque week-end, tu rencontres une équipe qui veut venir battre le petit élève qui arrive de Pro D2. Et donc, chaque semaine, tu laisses des plumes. Donc, il faudra qu'ils fassent des choix. Il faudra qu'ils aient un effectif assez large. Il faudra qu'ils aient un peu de chance sur les blessures. Mais je sais qu'ils vendront cher leur peau. Ouais. Et j'ai vu que quand même, j'ai vu 15 nouveaux têtes en fait qu'ils ont signé dans l'année. Est-ce que c'est difficile parce que d'un coup, ils montent, c'est normal qu'ils renforcent en fait leur effectif, mais avec 15 nouveaux arrivés, est-ce que c'est pas trop dans un sens? Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, ils sont obligés de recruter des joueurs d'expérience parce que l'équipe qu'ils ont façonnée, eh ben, elle est arrivée à maturité aujourd'hui, mais elle n'a aucune expérience du top 14. C'est pas comme si c'était un club comme nous qui avons fait des allers-retours entre top 14 et Pro D2. Et donc, ces allers-retours te forgent une expérience. Mais eux, c'est pas le cas. Donc, ils ont eu besoin d'impulser, d'amener des joueurs de fort tonnage et des joueurs qui ont cette expérience-là du très haut niveau. Les Nakoussi, les Tanividi qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Montferrand, Fabrice Metz qui était aussi qui est passé par Pau. Ce sont des joueurs qui ont connu le haut niveau. Il y a Kamika qui a joué à Brive en top 14, mais qui a joué aussi au Racing. Donc, oui, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de ça. Après, comme tu dis, l'inconnu, c'est la mayonnaise. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va prendre dans ce vestiaire entre ceux qui ont fait l'histoire du club et ceux qui arrivent pour leur donner un nouvel élan. Et des fois, c'est difficile à créer. Et en fait, bon, merci pour ce tour de Top 14, mais en fait, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on va parler rapidement de Challenge Cup, et je trouve ça pas très juste dans un sens que les pauvres Van, à la fois, ils arrivent en Top Ouais, 14, et d'un coup, en plus, ils doivent faire des matchs de Challenge Cup, parce qu'en gros, bah, les 6 premiers, les 6 premiers, ils font Heineken Cup, et tous les autres, c'est ça, c'est ça. ce Challenge Cup. C'est pas trop dur, quelque part, de les dire, bah, félicitations, vous êtes en Top 14, mais en plus, Ouais, vous c'est allez très, très dur. en Afrique du Sud, Ouais, quand même. ouais, tu as raison, c'est très très dur et souvent c'est un laboratoire pour les espoirs. On fait beaucoup tourner à cette occasion-là, on redonne du temps de jeu à des joueurs qui ont été blessés, et qui reviennent, mais c'est clairement pas un objectif et il faut surtout pas y laisser des plumes, c'est sûr. Donc rapidement, donc j'ai vu le pool où vous êtes. En fait, vous allez jouer à Connacht. En fait, je savais pas où c'est. C'est en Irlande. C'est à Oui, Galway. Tu es déjà allé à Galway? oui, tout à fait, oui, oui, c'est Et une équipe qu'on c'est a déjà magnifique. rencontrée. Oui, oui, Ouais. c'est très très beau. J'ai joué là-bas en tant que joueur aussi, donc oui, c'est une équipe, c'est un endroit très particulier. Bah, écoute, si tu retournes, j'ai un petit restaurant qui s'appelle le restaurant Kai. Il faut absolument aller là-bas. Cardiff aussi, ça c'est trop cool. Parce que Cardiff, j'aimerais bien voir ce stade. C'est sur ma liste, my bucket list, comme on dit. Mais par contre, The Toyota Cheetahs en Afrique du Sud, je me disais, mais c'est un peu nul comme nom si j'arrive à le dire, Ouais. parce que c'est un Bloemfontein. C'est En fait, c'est Bloemfontein, plein oui. centre d'Afrique du Sud. C'est un peu le Clermont-Ferrand, apparemment, de l'Afrique du Sud. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est le Clermont-Ferrand, mais c'est surtout des grandes steppes et des grandes fermes avec des énormes domaines où il y a des agriculteurs qui ont des troupeaux de bovins énormes. Et donc, oui, on va jouer contre eux, mais on ne joue pas là-bas parce que cette année, les Ah, clubs sud-africains viennent jouer en Europe.
pour des problèmes de transport. Et on va aller jouer contre eux à Amsterdam. Ah, ok, bah, c'est marrant. Voilà. Ouais, parce que je me disais 12 000 km, si vous allez là-bas, merci les battre quand même. Ouais. Évitez qu'il y ait un autre champion de Europe Challenge Cup que soit d'Afrique du Sud. Ça serait dommage que ça s'arrive 2 fois de suite. Écoute, Didier, j'ai pris beaucoup de ton temps. Je te remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager ce moment ensemble, de faire ce petit recap, preview, on va dire, de Top 14. Ça m'a mis vraiment dans l'état d'esprit de regarder tous ces matchs. Maintenant, je peux le regarder comme homme qui a beaucoup d'informations, qui sait ce qui va se passer cette année. Je regarderai avec beaucoup plus de plaisir les matchs de cette année et surtout ce week-end qui vient. Je te souhaite une très très belle saison et je te remercie énormément d'être ici à Impact Pot. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Thierry.